Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans mon très petit, très court, très cool balado, je vous présente les retombées principales d'une thèse rédigée par M. Kevin Papin dans le cadre de son doctorat en didactique des langues secondes. Dans sa thèse, il se penche spécifiquement sur la question du désir de communiquer à l'extérieur de la salle de classe dans une situation donnée avec des personnes spécifiques. Parce que même si on enseigne la même chose à 30 élèves différents, ils vont pas tous avoir les mêmes prétentions des apprentissages. Devinez quoi? Ça s'applique aussi en langue seconde. Ben oui, donc dans sa thèse, il explore spécifiquement comment l'utilisation de la réalité virtuelle 360 peut participer à réduire le sentiment d'anxiété langagière et le sentiment de compétence communicative perçue chez l'apprenant. Bref, ça mange quoi en hiver le sentiment de compétence communicative perçue? On va l'appeler SCCP. Ça veut dire que l'apprenant a une certaine perception de ses capacités langagières. Même si vous le trouvez bien bon, ça veut pas dire que lui, il se trouve bien bon, puis ça l'impacte sa tendance à communiquer ou non dans le monde réel, dans sa langue cible. L'équipe de recherche a donc préparé 3 activités de réalité virtuelle 360 qui s'apparentent à la réalité que peuvent vivre les participants à l'étude. Par exemple, aller à l'épicerie, aller au restaurant, faire des commandes, etc. Il faut dire que les étudiants qui ont fait partie de l'étude sont des étudiants universitaires internationaux de niveau débutant en français langue seconde. Grâce à ces données, M. Papin a pu montrer que les défis principaux en français langue seconde résident vraiment dans l'anxiété liée à l'anticipation de rupture de communication avec des locuteurs francophones et la perception négative du vocabulaire et de la prononciation. L'étude montre que le SCCP, on se souvient, c'est ce que ça mange en hiver, a été renforcé par les tâches de réalité virtuelle 360, ce qui a eu un impact direct sur le désir de communication. Ce qui est intéressant de soulever, c'est le contexte sociolinguistique dans lequel l'étude a été complétée. Ben oui, M. Papin a fait son étude dans la ville de Montréal, laquelle est reconnue comme étant une ville bilingue à plus ou moins 50%. M. Papin soulève un obstacle supplémentaire donc pour les participants à son étude. Le Montreal Switch, qui est la tendance chez les Montréalais, a changé régulièrement entre le français et l'anglais dans une même conversation. Cette tendance complique l'apprentissage d'une langue seconde selon M. Papin, et selon tout le monde aussi, car elle impacte la perception que les apprenants ont envers leur capacité de communiquer. Je vous donne un exemple. Tu rentres au restaurant, tu essaies d'apprendre le français, tu es tout énervé de pouvoir pratiquer le français parce que tu es dans la ville de Montréal, puis toi, tu arrives de l'Angleterre, tu as envie de pratiquer ton français. D'un français un peu cassé au restaurant, tu essaies de te commander ton repas. Le serveur, de bon cœur, trouve que tu fais donc pitié avec ton petit accent français cassé et il veut te montrer que il t'accepte avec l'anglais et qu'il est capable de t'aider, donc il switch à l'anglais. C'est super gentil, ça part de bon cœur, comme j'ai dit. Par exemple, ce que ça fait chez l'apprenant du français langue seconde, c'est qu'il va avoir l'impression que sa capacité à communiquer, elle est moindre. Et donc, son estime pour les possibles conversations futures, elle va être pas mal plus basse. Donc, malgré le fort potentiel que Montréal semble offrir en matière de pratique du français langue seconde à l'extérieur de la salle de classe, ces caractéristiques sociolinguistiques contribuent pas nécessairement à provoquer un sentiment de nécessité et donc un désir de communiquer en français chez les apprenants de langue seconde. Personnellement, suite à cette affirmation, je pense qu'on peut déduire que la situation est transférable aussi pour les apprenants de l'anglais langue seconde au Québec. Tout ça pour dire que, dans le cadre de sa thèse, il a essayé de trouver des solutions pour pouvoir augmenter le désir de communiquer, mais aussi augmenter le sentiment de compétence à communiquer, notre SCCP, à l'extérieur de la salle de classe. Qu'est-ce qu'il a exploré? Ben, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle en classe de langue seconde. Il propose donc d'utiliser un plus grand nombre d'activités de simulation et de jeux de rôle qui sont authentiques. Quand on parle de jeux de rôle, je veux pas dire des jeux qui sont drôles, haha, mais je parle ici des jeux de rôle comme « Hey, on va jouer à maman, papa, ok? » Authentique. Il faut que ce soit authentique. Il faut aussi prendre en considération les intérêts, l'âge et la communauté des apprenants. Par exemple, j'enseigne à des élèves de niveau primaire, tous âgés entre 6 et 12 ans. Les situations possibles de communication pour ces élèves ne seront pas les mêmes, on s'entend, que pour les apprenants de l'anglais langue seconde au secondaire. Concrètement, un élève du secondaire va peut-être avoir un plus grand intérêt à faire une pratique
d'entrevue pour un futur emploi, versus un élève du primaire verrait peut-être plus l'utilité d'une simulation de conversation entre deux enfants se rencontrant une première fois, une conversation téléphonique, une vidéo TikTok ou une conversation avec un serveur dans un restaurant. Ce que la thèse prouve, c'est simple, l'utilisation de la réalité virtuelle en classe de langue seconde augmente généreusement le sentiment de compétence de communication perçue, le SCCP, ce qui augmente le désir de communiquer chez les apprenants. Ça permet aux élèves de faire un grand nombre de simulations authentiques et de jeux de rôle, ce qui les prépare aux différents scénarios possibles dans la réalité. Mais là, c'est cool tout ça, mais comment je fais pour l'intégrer en classe? Tout d'abord, avant de commencer, il faut que tu saches qu'il faut que tu définisses ton objectif principal. Par exemple, je veux que mes étudiants soient plus à l'aise lorsqu'ils se rendent dans un restaurant. Objectif principal, je veux qu'ils soient à l'aise au restaurant. Objectif plus spécifique que tu vas avoir à développer par après, je veux que mes étudiants sachent comment commander dans une enseigne de restauration rapide. On vient ici délimiter le vocabulaire qu'on veut qu'ils apprennent. Donc, la phase 1, M. Papin présente la préparation linguistique. On va devoir montrer aux élèves quel vocabulaire ils vont avoir à utiliser, quelles sont les structures de phrases pour pouvoir parler au restaurant, etc. La phase 2, l'activité d'immersion réalité virtuelle 360. Par exemple, la scène à l'épicerie ou dans un restaurant. Phase 3, l'interaction en binôme ou en groupe avec des tâches inspirées de la simulation. Ça pourrait être, par exemple, retrouver des éléments qui étaient dans la simulation, trouve le caissier, trouve le serveur, etc. Phase 4, rétroaction de l'enseignant, plus des activités de consolidation, donc pour venir consolider tous les apprentissages qu'ils ont faits dans le cadre des activités de réalité virtuelle. Finalement, avant de vous présenter les différentes plateformes que M. Papin présente dans le cadre de sa thèse, il faut faire la distinction entre les différents types de réalité virtuelle. Il y a les mondes virtuels où les apprenants évoluent avec des avatars, je pense ici à Minecraft, Second Life, World of Warcraft, etc., ou les réalités virtuelles 360 dans lesquelles les apprenants sont exposés en mode première personne. L'apprenant peut les faire en mode 3D vu sur des écrans 2D, par exemple les visites Google Street 360 sur l'ordinateur ou sur un téléphone intelligent, ou celles où l'apprenant les visualise avec un casque de VR. Tout d'abord, il présente la plateforme Mondly VR, qui est une plateforme d'immersion en hard VR, ce qui veut dire qu'on peut seulement l'utiliser avec un casque de VR. Ce sont des scénarios 3D dans lesquels les apprenants doivent interagir à l'oral avec des personnages virtuels contrôlés par une intelligence artificielle. On ne peut pas l'utiliser sans casque de VR. C'est assez coûteux pour quelqu'un qui enseigne dans le cadre d'un établissement au Québec. Puis c'est pas compatible avec les Google Support, les Google Cardboards qui sont les petites lunettes en carton que Google a créées pour pouvoir reproduire la réalité virtuelle. Donc, c'est un peu réaliste à pratiquer dans la réalité de l'enseignement aujourd'hui. L'autre plateforme qui présente dans sa thèse, c'est la plateforme Immerse Me, que personnellement, je suis allée explorer un peu grâce à leur démo. Ça présente un peu le même genre de simulation. Cette fois, c'est en desktop VR, ce qui veut dire qu'on a des vidéos tournées en 360, mais on n'est pas obligé nécessairement de le visualiser avec un casque. On peut juste le regarder avec un écran desktop, c'est tout. C'est une option qui peut être coûteuse si on décide d'acheter un compte pro, mais le compte démo, il est tout à fait disponible avec des simulations préenregistrées de base que les élèves peuvent utiliser pour pratiquer. Ça peut être super intéressant de les utiliser en classe comme pratique individuelle ou en petites équipes. Ça peut se faire sans la vision réalité virtuelle, mais les visuels sont montés aussi pour pouvoir le faire avec un casque. Donc, je me dis que ça pourrait peut-être être utilisable avec les Google Cardboard. C'est assez cool parce que ça permet aux élèves de pratiquer du vocabulaire, ça leur permet de pratiquer de la prononciation. Donc, il y a des différentes phrases qui sont proposées pour différentes thématiques. Par exemple, si tu choisis d'aller explorer du vocabulaire dans un restaurant, on voit une dame dans la vidéo qui est au restaurant, puis elle entame une conversation avec toi et tu dois réagir. En dessous, il y a des petites conversations qui pop et on te propose qu'est-ce que tu devrais lui répondre et toi, tu dois enregistrer ta voix
pour pouvoir répondre à la personne. Tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Et si tu n'as pas la bonne prononciation, ben l'intelligence artificielle te fait tout simplement recommencer. Donc, tu peux pratiquer autant de fois que tu veux. C'est vraiment super. J'adore. Immerse Me ajoute. Ensuite, il y a la réalité augmentée, qui est une autre possibilité. Ça joint la réalité au monde virtuel. En classe de langue seconde, la réalité augmentée est souvent utilisée avec des quêtes. La plateforme Aris est notamment la plus populaire pour le moment en termes de Aira pour créer des scénarios d'apprentissage en langue seconde. Elle est gratuite pour les concepteurs, donc les enseignants, mais c'est assez coûteux en temps et énergie parce qu'il faut savoir qu'il faut que tu bâtisses tes activités toi-même. Monsieur Papin note qu'il est toutefois important de continuer de travailler pour développer le désir de communiquer dans la langue seconde dans le monde réel. Créer un pont entre la salle de classe et le monde réel, c'est vraiment pas suffisant. J'espère que mon balado résumant brièvement ma lecture de la thèse de Monsieur Papin vous a plu. Si vous êtes curieux des différentes plateformes présentées dans mon balado, je vous invite à consulter la section à mon tour dans ma présentation Genially. Bonne fin d'année scolaire à tous! Ciao!